Donc bienvenue, bonsoir à toutes et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour la toute première table ronde qui est organisée par ESSEC Transition Alumni. Donc moi je suis Margot, jeune active ESSEC 2020, co-responsable du pôle table ronde d'ESSEC Transition Alumni. Et aujourd'hui je serai juste l'animatrice de cette table ronde qui rassemble Charline Schmerber. Donc bonsoir Charline, qui Bonsoir. est psychothérapeute, spécialiste des questions d'éco-anxiété, et Arnaud Esnault, qui est un de nos alumni ESSEC, qui a bien voulu partager avec nous son expérience personnelle de crise de sens au travail et la façon dont il a repensé ensuite sa vie professionnelle pour lui donner plus de sens, et pas que sa vie professionnelle d'ailleurs. Écoutez, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent rapidement se présenter. Écoute, Charline, allons-y, commençons. Oui, donc je suis Charline Schmerber, je suis praticienne en psychothérapie. J'ai été formée en analyse psycho-organique. Donc c'est une méthode de psychothérapie qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et donc je suis installée à Montpellier. Et je me suis spécialisée ces 2 dernières années sur les nouvelles formes de détresse psychique qui sont issues de la dégradation environnementale. Donc ce qu'on appelle principalement l'éco-anxiété et la solastalgie. Donc, je reçois des patients qui sont vraiment inquiets et concernés par l'impact qu'a aujourd'hui l'action humaine sur la planète. Et donc, je propose des séances en individuel, en distanciel, en présentiel et des modules d'accompagnement un peu de type webinaire. Et pour compléter un peu ma formation, je me suis un peu penchée sur tout ce qui était éco-psychologie, de manière à pouvoir favoriser la reliance avec le vivant. Donc, je peux être amenée à proposer des ateliers en groupe à l'extérieur quand on n'est pas confiné. Et je me suis aussi formée là récemment à tout ce qui est Shinrin-yoku, ce qui est traduit en français par bain de forêt. C'est une méthode japonaise qui est rattachée à la pratique de la sylvothérapie et dont l'objectif, c'est d'intégrer à l'intérieur de soi les bienfaits de la forêt. Voilà. Merci Charline. Arnaud, à ton tour. Oui, bonsoir. Donc, Arnaud Esnault, j'ai 43 ans. Donc, effectivement, je suis alumni de l'ESSEC, promo 2000, sorti en 2002. Donc, voilà, j'ai fait une carrière classique, on reviendra dessus. Et puis, depuis quelques années, j'ai suivi un chemin de transition suite à des choix de vie un peu différents. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je suis enseignant. Et également, alors je suis un peu, comme Charline disait, sur l'éco-psychologie, parce que j'anime aussi des ateliers de travail qui relient, donc qui sont aussi cette reliance à la nature et comment dépasser justement la crise de sens qu'on peut avoir et toute, je dirais, toute l'anxiété que cela peut apporter vis-à-vis de la situation actuelle. Et d'autres choses dont on discutera un peu plus tard. En tout cas, ravi d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup Arnaud, Charline, pour cette rapide présentation. J'enchaîne directement sur le premier thème de cette table ronde, qui va consister tout simplement à définir et à faire un peu un état de lieu de cette crise de sens dans le monde du travail qui fait le sujet de cette table ronde. Du coup, Charline, tu es l'auteur d'une enquête sur l'éco-anxiété qui date de 2019, si je ne me trompe pas. Les résultats de cette enquête montrent que le phénomène de prise de conscience de l'urgence écologique et de l'état du monde se caractérise chez beaucoup de personnes par une remise en question brutale, douloureuse de nombreux aspects de leur vie, dont leur vie professionnelle. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton regard de psychothérapeute sur la crise de sens au travail, c'est-à-dire avoir un peu une idée du nombre de personnes que ça touche? Est-ce que c'est plutôt un phénomène commun, isolé? Comprendre aussi un peu comment ce phénomène a évolué et évolue encore aujourd'hui, entre des générations plus anciennes et les générations nouvelles qui n'ont pas forcément le même rapport au monde. Et puis aussi, finalement, un peu le plus important, donner des outils aux gens qui nous écoutent. Donc, comment reconnaître la crise de sens au travail, quels sont les symptômes, des cas les moins graves aux plus graves. Et voilà, en tout cas, je pense qu'on a tous besoin de comprendre en quoi c'est pas une souffrance à ignorer et qui ne touche pas que quelques personnes en ce monde. Ah, Charline, on t'entend pas. Ah, c'est bon. Ça y est, je suis à nouveau là. Oui, je disais, en termes de statistiques par rapport à ce phénomène, je ne pourrais pas vraiment donner des chiffres. Par contre, ce que je peux partager, c'est les grandes tendances que je remarque dans les personnes que j'accompagne. Moi, je m'aperçois que cette crise, elle touche des personnes à 2 niveaux. Elle va toucher les 15-25 ans, donc les jeunes qui se posent la question de dans quel type d'études s'orienter.
et des jeunes qui vont à un moment remettre un peu en question les choix de formation qu'ils ont faits à partir du moment où ils sont dans une phase d'éveil écologique, où ils se rendent compte que bah oui, la planète va pas bien, il y a une forme de dégradation très importante. Et on s'interroge sur bah, est-ce que les études que je fais aujourd'hui, elles vont servir dans le monde de demain. Donc, ces jeunes, donc les 15-25 ans, c'est soit ils sont déjà engagés dans un cursus d'études et ils le remettent en question, soit ils savent vraiment pas vers quoi s'engager parce qu'il y a vraiment aujourd'hui une grande difficulté à se projeter dans la suite du monde. Après, je reçois aussi l'autre type de profil, ça va être des personnes qui sont plus âgées, mais qui vont remettre, enfin, qui ne vont plus se sentir bien dans leur travail et qui ressentent une forme de dissonance cognitive qui est trop importante. Donc, ça donne lieu à différentes choses. Parfois, ça donne lieu carrément à des reconversions. Donc, les gens ne peuvent plus faire le travail qu'ils font et ils changent carrément de job. Après, il y en a certains qui s'interrogent sur comment ils peuvent adapter leur travail et puis éventuellement dans l'entreprise essayer de faire changer les choses et d'intégrer ces notions de transition. Et il y a aussi une autre typologie, c'est les gens qui vont essayer de chercher à aménager leur temps de travail de manière à travailler pour un projet qui aurait peut-être plus de sens en parallèle. Alors, est-ce que c'est un phénomène commun ou isolé? Moi, j'ai l'impression que ça commence à devenir de plus en plus important. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je perçois comme une grande tendance dans les personnes que je reçois. Hein. C'est vraiment un motif de consultation, des gens qui arrivent et qui disent moi, je ne me sens plus du tout bien dans mon travail, je me sens trop en décalage par rapport à mon système de croyances, à mes valeurs, à ce qui est important pour moi de faire. Donc, le décalage devient trop important, donc on n'arrive plus à se sentir bien dans le métier qui est choisi. Et je pense que ça touche beaucoup plus les jeunes aujourd'hui que les personnes, enfin, que les boomers, si je peux un peu dire comme ça, parce que la tendance, on restait dans les mêmes métiers toutes nos vies. Aujourd'hui, ces mouvements de remise en question, ça part des jeunes aussi, si on voit tout ce qu'avait fait aussi Greta Thunberg, le mouvement de la grève pour le climat, etc. Les mouvements, ils partent des jeunes parce que il y a vraiment, enfin, c'est eux aussi, c'est les générations présentes et les générations futures qui vont vivre les problématiques qu'on est en train de créer avec l'impact qu'on crée sur la planète. Okay. Et... Pardon Charline, si tu veux finir. Oui, après, en termes de limites, je dirais qu'il faut faire vraiment attention quand la personne sent qu'elle est dans des symptômes trop importants qui viennent toucher le corps, avec de la fatigue extrême, des insomnies, des pensées obsessionnelles, des difficultés à se concentrer. Ça peut toucher même la difficulté, enfin, on peut avoir du mal à s'alimenter. Donc, voilà, faire attention quand on sent qu'on part dans des idées noires, voilà, toujours essayer de se raccrocher aux fragilités qu'on peut avoir individuellement, donc faire attention à ça et puis voilà, aller chercher un soutien, pouvoir en parler quand on sent qu'on est dans trop de débordements émotionnels. Merci beaucoup Charline. Arnaud, je t'ai vu sourire au terme de dissonance cognitive. Est-ce que tu te reconnais un peu dans les propos de Charline? Donc voilà, de la carrière traditionnelle que tu as évoquée, post-école de commerce, à une prise de conscience progressive ou non, justement, à la crise de sens vécue. Voilà, donc un peu comme un manque d'alignement entre ton activité professionnelle et les valeurs que tu développais. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quels ont été les différents moments de ta crise de sens, enfin comment tu l'as vécu? Je pense que ça serait un témoignage qui serait énormément intéressant pour beaucoup de gens. Non, effectivement, je te remercie. Ça résonnait beaucoup ce que disait Charline par rapport aux symptômes et par rapport à ce qui peut se passer. Donc oui, effectivement, moi je suis sorti de l'ESSEC à l'époque où voilà, on nous disait qu'on allait être les futurs leaders de l'industrie et qu'on allait un peu changer le monde, mais plutôt un monde économique classique. Et puis petit à petit dans ma carrière, moi je me suis orienté vers l'hôtellerie, donc dans un milieu où malheureusement, on a un impact sur le naturel qui peut être assez fort hein, quand on construit des resorts et qu'on détruit les fonds marins pour pouvoir y mettre des magnifiques pilotis.
ou ensuite sur les bateaux de croisière où on pollue à tout va et en plus on a une souffrance humaine assez importante par rapport aux équipages. Donc j'ai eu une prise de conscience qui s'est fait petit à petit et je crois que ça m'a miné de l'intérieur et j'ai pas forcément vu ces signes arriver assez vite. J'étais dans la culture de la performance, donc voilà, la fatigue était là, mais j'ai continué à donner, j'ai continué à faire de plus en plus de sport pour essayer d'évacuer le stress qui s'accumulait. Et puis à un moment, il y a eu vraiment cette dissonance qui m'est apparue, je dirais, qui m'a frappé de plein fouet. Et en fait, je n'arrivais plus à aller travailler parce qu'on me demandait de licencier des gens tous les jours, alors que moi, j'étais venu pour faire de l'expérience client. Et j'en venais à un point où en fait, j'arrivais plus à me lever le matin. Effectivement, donc difficulté de concentration, difficulté à dormir, et puis là, des symptômes de plus en plus forts. Et en fait, c'est arrivé un jour où tout simplement, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin. Donc voilà, pour l'anecdote, je suis parti courir à 4 heures du matin parce que j'en pouvais plus et j'ai couru pendant une bonne partie de la nuit. Et le lendemain matin, en me levant, en fait, j'ai eu un accident de moto, tout bêtement. Donc voilà, c'est la moto qui m'a rattrapé. Je pense que c'est ce qui m'a fait prendre conscience du fait que j'étais vraiment en train d'aller dans le mur. Et puis là, pour le coup, je me suis brisé la cheville en quatre, donc j'ai dû m'arrêter au sens propre et au sens figuré, donc lever le pied. Et là, il y a eu une prise de conscience progressive qui s'est faite. J'ai eu la chance d'être beaucoup entouré par ma famille, par des amis, qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de pistes de réflexion. Mais c'est vrai que ça fait mal quand on prend cette conscience en pleine figure et qu'en fait, on a fermé les yeux pendant très longtemps. Donc, on peut se sentir très seul et ça peut prendre un certain temps pour remonter la pente. En tout cas, merci d'avoir partagé ce témoignage qui est quand même très personnel et enfin, pas forcément facile à partager. Je voulais passer à un autre sujet qui, je pense, recoupe un peu ce que tu viens d'expliquer. Alors, je vais d'abord poser la question à Charline, qui peut nous apporter peut-être un peu le recul de sa pratique et de tous les patients qu'elle voit. Dans les témoignages de ton enquête sur les anxiétés, on retrouve une ambivalence dans ce que disent les gens entre d'un côté un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire pourquoi changer, à quoi bon, de toute façon le monde est pourri, c'est pas moi qui vais y changer quelque chose. Et à la fois une volonté qui est parfois dévorante, culpabilisante de passer à l'action, de faire quelque chose pour que le monde ne reste pas ce qu'il est à l'heure actuelle. En fait, finalement, là, on est un peu entre Charline et Scylla, donc comment trouver le juste milieu? Est-ce que tu as un peu des pratiques thérapeutiques que tu conseilles pour aider les patients à retrouver leur équilibre dans leur vie et en particulier dans le cadre de notre table ronde dans leur vie professionnelle? Et voilà, du coup, comment est-ce que tu accompagnes ces personnes pour que ces reconversions, qu'elles soient professionnelles ou même tout simplement, on va dire, des transitions de vie, pour qu'elles se passent du coup dans les meilleures conditions possibles d'un point de vue psychologique? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Parce que je ne sais pas si j'arrive bien. Ouais, ok, super. Oui, alors par rapport à ce que tu mentionnais de l'enquête, ce qui était vraiment ressorti, c'est qu'il y avait effectivement trois tendances dans le rapport à l'action et dans l'envie d'agir, soit une forme de paralysie, soit une forme d'ambivalence entre vraiment des gens qui avaient super envie d'agir, beaucoup d'énergie, et puis après il y a quelque chose qui chute et une forme d'impuissance, comme tu disais Margot, en fait à quoi ça sert, quel est le sens, etc. Et après il y avait des gens qui étaient aussi beaucoup dans l'action. Je trouve que ce qui est intéressant dans ces trois tendances, c'est qu'on retrouve un peu les processus de la courbe de deuil. La courbe de deuil, c'est vraiment, je pense que dans les processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans ces mutations du monde, dans ces prises de conscience, on est amené à faire à plein de moments de nos vies vraiment un travail sur le deuil, en fait. Parfois aussi un deuil par anticipation, quand on regarde parfois s'il y a certaines choses auxquelles on va probablement devoir renoncer dans les années à venir. Et donc, cette oscillation entre envie d'agir et puis un sentiment d'impuissance, elle est assez classique et c'est vraiment pas linéaire. Moi, il y a parfois des patients qui arrivent, qui travaillent dans le milieu de l'environnement et qui me disent « mais ah là là, Charline, ça y est, j'ai une nouvelle intensification de ma prise de conscience et je me dis dans mon travail, comment est-ce que je peux retrouver l'énergie pour me remettre en mouvement ?» Et souvent, je leur dis que c'est pas... voilà, c'est quelque chose qu'on va être amené à revivre
et qui va pas, c'est pas un moment, bon, ben, ça y est, j'ai mis derrière moi tout mon processus de prise de conscience et je peux travailler faire mon travail et puis et ça y est, j'ai dépassé cette forme de traumatisme. Non, c'est vraiment important, je pense déjà, d'intégrer cette notion de on vit des choses qui sont pas linéaires et on vit différentes émotions, différents stades, et qu'à chaque prise de conscience, on peut être amené à revivre un peu des choses douloureuses. Les conseils vraiment que je peux donner, c'est déjà de reconnaître ce qu'on peut vivre, de reconnaître les peurs, les remises en question, d'essayer de mettre du sens sur ce qu'on vit et de mettre de la pensée avant l'action. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je constate aussi, c'est que les personnes ont parfois tendance à être dans la réaction, donc à faire des choses de manière un peu impulsive. Si je fais un parallèle, par exemple, là, la crise du Covid, ça a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de partir à la campagne. Alors, c'est bien de partir à la campagne, mais est-ce qu'on réfléchit à comment ça va être d'habiter véritablement à la campagne sur sur une longue durée? Et je pense que c'est la même chose dans le contexte de travail. Généralement, moi, j'invite mes patients à déjà prendre le temps. Ce qui est complètement paradoxal parce qu'ils arrivent avec une espèce de sentiment d'urgence de trouver quel est le métier que je dois faire. Et alors, quand je dis l'important, c'est déjà de prendre le temps, de se poser, d'essayer de vous poser les bonnes questions. Et après, vous allez voir, les choses vont se mettre en place petit à petit. C'est retrouver une forme d'équilibre aussi intérieur. Je pense, et ça, Arnaud pourra, je pense, en parler beaucoup mieux que moi sur tout ce qui est travail qui relie et les manières de le faire avec la méditation et tout ça. C'est vraiment important que ces personnes qui sont en grande remise en question, elles prennent le temps de se reconnecter à elles-mêmes. C'est vraiment un des niveaux, se reconnecter à soi, prendre le temps, ralentir, comprendre ses vulnérabilités, comprendre ses ressources aussi. Prendre le temps aussi de réfléchir, de laisser son imaginaire, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est quoi mon incarnation professionnelle, c'est quoi la place que j'ai envie de prendre dans ce monde qui se transforme, de s'interroger vraiment là-dessus et aussi une dimension qui me semble très importante, c'est la dimension aussi dimension relationnelle. Comment j'agis avec les autres, comment aussi j'essaye d'embarquer autour de moi, mais plutôt en donnant envie qu'en me présentant comme un exemple, et aussi comment on repense une société dans laquelle on n'est pas dans une forme de mythe d'extraction de l'humain par rapport à un mythe de l'auto-extraction de l'humain par rapport au vivant. Donc voilà, vraiment se repositionner soi-même avec les autres dans la question dans la question du vivant aussi, et prendre le temps, ne pas prendre des décisions radicales et vraiment s'interroger sur les choses qui sont importantes pour soi. Qu'est-ce qu'on aime faire? C'est quoi qu'on pense? Quelles sont nos intentions, nos croyances? Et par rapport à ça, comment je peux agir? Voilà, je pense que ça serait les conseils un peu sur cette dimension de travail. Merci, c'est super clair, Charline. Arnaud, est-ce que tu l'as vécu, cette ambivalence entre immobilisme, passage à l'action dans le cadre de ta crise de sens, et puis peut-être même encore aujourd'hui, puisque comme le dit très justement Charline, c'est pas une épreuve à passer et puis après le monde va bien, forcément la vie n'est pas comme ça et peut être plus complexe que ça. Tu as le sentiment que c'est quoi qui t'a fait basculer en fait de la sphère de l'immobilisme, du déni, etc. à celle de l'action? Est-ce que tu peux peut-être un peu nous raconter ta reconversion, tes autres engagements, parler un peu des outils que tu as utilisés à titre personnel pour faire face à cette crise et avancer? Donc voilà, le travail qui relie, la méditation, mais aussi l'action, notamment militante pour toi. Merci. Effectivement, je pense que, comme le dit Charline, c'est quelque chose qui nous habite, et une fois qu'on a mis le doigt dedans, on va vivre plusieurs fois. Alors là, je reprends l'exemple de la spirale, mais on va avoir des spirales émotionnelles qui vont s'enchaîner. Et moi, la vraie sortie de l'inaction, c'est qu'à un moment donné, en fait, je me suis retrouvé à être acculé au mur. C'est-à-dire que j'avais des valeurs, j'avais un mode de vie qui était complètement, je dirais, déconnecté par rapport à ce que je souhaitais être.
et j'avais juste besoin en fait d'agir parce que rester inactif ou rester en attente, ça me mettait dans un désespoir trop profond. Et c'est là où j'ai commencé avec effectivement le militantisme avec Sea Shepherd. Donc là, j'ai pris, voilà, parce que moi, je suis passionné par la plongée sous-marine et par la mer. Et en fait, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me suis engagé auprès d'eux, je suis parti en mission avec eux. Et voilà, j'avais l'impression effectivement de me retrouver avec des gens qui vivaient les mêmes passions, les mêmes valeurs. Et en même temps, parfois, on se retrouve comme en fait une goutte d'eau au milieu de l'océan, puisque bah, c'est un peu comme une chimère. On est sur un bateau, on est là pour enlever des filets, mais finalement, ce qu'on va enlever, c'est peut-être 3 fois rien face à l'immensité. Donc, on peut avoir aussi ces vagues, même quand on est dans l'action militante. Et c'est là où effectivement, j'ai eu besoin d'un autre appui. Et c'est là où je fais le parallèle entre militant et méditant. Et effectivement, la méditation de pleine conscience m'a beaucoup aidé à trouver aussi un équilibre et en fait à trouver un ressourcement en interne pour pouvoir ensuite aller vers l'extérieur avec la bonne énergie. Et comme disait Charline, il est important de ne rien faire par moment et de prendre le temps de réfléchir et de faire une introspection pour savoir véritablement quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire. Et cette méditation m'a beaucoup aidé, effectivement, et m'aide au quotidien. Et je pense que on en parlait quand on préparait. Et voilà, j'ai l'impression aujourd'hui de vivre un peu comme des montagnes russes émotionnelles, où il y a des moments où tout va mieux parce que voilà, j'ai fait une très belle méditation. Je suis allé aussi méditer en forêt. Et puis j'ai l'impression d'avoir mis des choses en place. Et puis il y a d'autres moments où bah, toutes les énergies autour sont pesantes. Et puis ça remet en question aussi l'engagement qu'on peut avoir. Donc le travail qui relie, lui, est venu vraiment m'aider encore plus à aller de l'avant. Et c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et donc voilà, c'est une méthodologie en 4 étapes, on pourra y revenir, mais qui permet voilà, de se mettre dans la gratitude d'une part pour charger ses batteries avec des ondes positives, et ensuite aller vers le désespoir, vers les choses un peu plus difficiles, un peu plus noires, qui peuvent nous paralyser ou carrément nous déprimer, et aller les regarder et aller comprendre pourquoi ça nous fait cet effet-là, qu'est-ce qui est derrière et qu'est-ce que ça peut engendrer comme changement de regard pour passer à l'action. Et je pense que voilà, il y a des choses qui sont qui font partie d'une transition continue. Et une fois qu'on a commencé, finalement, ces outils vont nous accompagner et on avance au fur et à mesure avec les vagues. Merci beaucoup pour ce partage. Je voulais retourner un peu sur un point qu'on a déjà un peu évoqué, mais que je pense important parce que je pense que beaucoup de gens se retrouvent un peu dans ce problème. Donc, Charline, tu en as déjà un peu parlé, mais effectivement, chez SL Naturel, il revient au galop. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de burn-out militant, qui est un phénomène qui est très documenté et qui est certes nourri à la fois par des énergies positives, donc c'est-à-dire par le sens de l'engagement important des personnes qui sont dans des associations militantes ou des métiers à impact, mais aussi par une énergie qui est peut-être plus négative et qui correspond au manque de déconstruction face aux injonctions de performance dans lesquelles les sociétés occidentales nous ont beaucoup formatées. Et quand je dis ça, je pense en particulier aux grandes écoles de commerce élitistes comme l'ESSEC. Donc je suppose que c'est un retour de flamme que tu observes souvent chez des personnes qui ont voulu donner plus de sens à leur vie, faire une reconversion professionnelle et qui ensuite se retrouvent à avoir des obsessions sur le fait d'avoir un impact maximal ou alors qui culpabilisent à ne pas y consacrer 100% de leur temps. Est-ce que tu as un peu des conseils pour éviter ce piège-là? Alors, effectivement, la posture du militant, dont parlait Arnaud, elle est très juste par rapport à ça, et ça permet vraiment de lutter contre cette grande tendance là du burn-out méditant, du burn-out militant, pardon. Et ça s'observe à 2 niveaux. C'est soit des personnes qui sont vraiment dans des métiers extrêmement engagés et puis qui vont finalement être dans une forme de posture sacrificielle. Moi, je m'aperçois vraiment beaucoup de ça, où on ne va plus faire attention à quelles sont ses limites internes, puis on va dépasser en fait. On va dépasser, et puis finalement atteindre une forme d'épuisement qui amène vraiment au burn-out.
Et j'ai envie de dire que c'est très un miroir de ce que vit la planète, en fait, cette forme de burn-out, de vraiment cramer nos ressources propres. C'est vraiment c'est ce qu'on fait, en fait, en étant dans une société qui est beaucoup dans l'exploitation des ressources de la planète. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est très en miroir et qu'à partir du moment où on va pouvoir aussi travailler, nous, humains, sur nos problématiques de burn-out, ça va aussi avoir un impact, je pense, sur le reste du vivant. Donc, les conseils, ça serait déjà de pouvoir s'interroger sur pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi est-ce que je mets autant d'énergie ? Et là, j'avais lu un article intéressant où Cyril Dion parlait, lui, du burn-out qu'il avait vécu dans son engagement par rapport au colibri, où à un moment, il s'était posé cette question-là de pourquoi est-ce que je mets autant d'énergie ? Qu'est-ce qui fait que je vais au-delà de mes limites ? Et je pense qu'il y a des choses qui font aussi dans nos histoires personnelles qui font qu'on va s'investir de telle ou telle manière. Donc peut-être aussi un retour à soi, un retour à ses vulnérabilités, à qu'est-ce qui fait que je suis autant investie. Après, si je rebondis un peu sur ce que disait Arnaud là, de cette posture de méditant, militant qui est développée donc, par Michel Maxinegger beaucoup, lui, il donne différents conseils comme le fait de parfois agir, c'est ne pas agir. C'est vraiment l'action, c'est aussi une forme et moi je le vois, cette espèce c'est une fuite pour ne pas aller contacter ses émotions. C'est quand il y a trop d'action, quand il y a une hyperactivité, c'est un moyen de ne pas se connecter à soi. Donc il faut faire aussi attention à ça et se dire que parfois, ne pas agir, c'est peut-être ce qui peut être mieux pour soi de faire. Alors je ne dis pas de tomber dans l'inaction, hein, bien évidemment, mais trouver une forme d'équilibre qui est ce dont manque vraiment notre société, qui est vraiment très borderline et qui n'intègre pas les bonnes limites. Et par rapport à ce que tu disais, Margot, de la culpabilité et de ces personnes qui sont vraiment très engagées, très dans un discours je reviens sur mon idée de posture sacrificielle, c'est de se replacer peut-être à une autre échelle. De pouvoir se dire, ok, je ne vais pas changer effectivement avec mon action la surface du monde. Par contre, dans mon réseau local, de manière à mon échelle, dans mon foyer, qu'est-ce que je peux faire ? Et ça va permettre de cultiver, je parle souvent du sentiment d'utilité qui pour moi est quelque chose qui fait vraiment rempart par rapport à l'impuissance. Donc de se replacer dans un autre contexte, de regarder vraiment plus à échelle individuelle, donc avec humilité, de regarder, on n'est pas grand-chose, on est un être là aujourd'hui, puis demain on n'est plus là, c'est se raccrocher aussi au plus grand que soi, à cette dimension spirituelle. Et je pense que par rapport à ce que tu disais aussi, Margot, des injonctions de notre société, moi, la grande question que je me pose aujourd'hui, c'est quoi réussir sa vie, en fait, aujourd'hui Je pense qu'il y a une grande question par rapport à ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui est-ce que j'ai envie d'être, c'est quoi qui va faire que je me sens, que j'ai l'impression d'avoir du succès aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour moi, c'est de se réinterroger vraiment par rapport à cette question de sens, et ça, c'est ça qui va vraiment permettre de trouver une action qui est plus dans de la justesse par rapport à soi. Et donc, de lâcher cette culpabilité, de lâcher aussi les modèles qu'on s'est fait de comment est-ce qu'on doit être dans la société actuelle. Repenser vraiment notre rapport au monde. Je pense que c'est ça. Merci, Charline. Tout ce que tu dis, ça me fait penser à une citation, une phrase de l'auteur Alain Damasio, qui d'ailleurs est diplômé de l'ESSEC et qui parle de changer chacun son petit bout d'univers. Et j'aime bien cette expression qui renvoie un peu au cosmos, au sens grec ancien du terme. J'aime vraiment bien ça. Arnaud, je pense que niveau burn-out militant, on peut un peu dire que tu es le Cyril Dion de SEC Transition Alumni. Tu as beaucoup d'engagement en plus de ton travail. Donc, tu es chez Sea Shepherd. Tu as l'engagement politique local. Tu animes des ateliers de travail qui réunissent.
désormais, tu nous as aussi rejoint en tant que bénévole chez SEC Transition Alumni. Est-ce que parfois, tu as le sentiment de te retrouver à nouveau dans ces situations à la limite du burn-out, donc plus burn-out, on va dire, de simple salarié dans l'hôtellerie, mais de burn-out militant? Et est-ce que tu as mis des garde-fous en place qui peut-être renvoient à ce dont Charline a parlé? Alors oui, c'est une bonne question et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, chasser le naturel, il revient au galop. On se refait pas. Voilà, il y a eu une culture de la performance qui est là, une culture effectivement de l'efficacité. Et puis, quand tu commences à mettre le doigt dans le militantisme, finalement, il y a tellement de combats que c'est difficile de faire le choix par moment. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette urgence et ce côté aussi quand tu es militant où tu as une pression du groupe dans lequel tu peux être à être toujours là sur toutes les actions, sur tous les fronts. Et effectivement, ça peut engendrer aussi de la fatigue physique, morale, psychique et un découragement, hein. Ça nous est arrivé chez Sea Shepherd. Donc voilà, on a vécu des cycles aussi plus ou moins délicats dans cette partie-là. Après, je rebondis sur ce que disait Charline. C'est vrai qu'il y a un moment, je me suis dit, OK, comment peut-être appliquer ça de façon plus locale? Et c'est pour ça que je me suis lancé aussi voilà, dans les élections municipales de mon village l'année dernière. On avait une liste qui était sur la transition, la démocratie participative et beaucoup de beaux projets. Bon, malheureusement, on a perdu à 50 voix, donc on s'est retrouvé dans l'opposition. Et donc aujourd'hui, je vis aussi le côté militant en étant dans le conseil municipal, mais en faisant partie de l'opposition, donc en essayant de faire passer des propositions. Et j'avoue que c'est aussi parfois un peu difficile et épuisant. Maintenant, voilà, le travail qui relie, lui, c'est vraiment un cadeau parce que quand je donne ces ateliers, en fait, ça me ressource énormément puisque ça me permet de me reconnecter, comme disait Charline, à mes émotions. Ça me permet de prendre le temps, de me poser, de laisser les choses descendre et de me reconnecter à moi et me reconnecter aux autres et à la nature. Et ça, c'est vraiment un vrai cadeau que j'aime partager et que j'aime vivre parce que finalement, quand on se met en reliance avec les autres, eh bien, il y a un niveau vibratoire, un niveau énergétique qui fait que voilà, on a une dose de bien-être qui apparaît et qui permet aussi voilà, de faire un peu, d'évacuer le reste. Et puis en termes de garde-fou, je dirais que le plus beau garde-fou que j'ai, c'est ma famille en fait. C'est ma femme et mes 3 enfants, parce que j'ai aussi une famille et une tribu avec trois petits garçons, et qui me rappellent régulièrement que voilà, de temps en temps, il faut aussi s'occuper d'eux, et que l'engagement, il commence aussi avec sa propre tribu, avec sa propre famille, et qu'avant de vouloir changer le monde, autant changer le sien et l'incarner au quotidien et de pouvoir véritablement voilà, se reconnecter à l'essentiel. Et ça, j'avoue que j'ai la chance d'avoir ces garde-fous réguliers qui me remettent un peu sur le droit chemin, même si je m'égare encore avec ESSEC Transition Alumni, et puis je suis sûr qu'il y en aura d'autres, mais je pense que ça fait partie de la vie et du naturel aussi. J'étais mieux, c'est bon. Merci Arnaud pour cette réponse. On passe donc du coup au dernier thème de cette table ronde qui alors a déjà été abordé parce que comment ne pas en parler, mais voilà, qui tourne autour de la nécessité de repenser le monde du travail pour penser le monde de demain. Et voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il s'agit de prendre de la hauteur. Donc, Charline, l'idée que redonner du sens à son travail, c'est avant tout redonner son sens au travail, que c'est en fait finalement pas juste faire un choix de vie, mais faire un choix politique, faire un choix de société derrière. C'est finalement un petit peu ce qui ressort de cette table ronde. Est-ce qu'éventuellement, tu te sentirais de sortir un peu du rôle de thérapeute pour nous expliquer un peu quelle place tu vois, toi, dans le travail, dans une société qui pourrait allier une économie pérenne qui répondrait aux besoins des individus et l'épanouissement, l'équilibre psychologique de ces mêmes individus qui composent la société? Voilà, donc un équilibre travail, vie personnelle différent. Il y a des pays qui proposent la semaine de 4 jours. Ce genre de questions-là, quel est un peu ton sentiment, on va dire, de thérapeute dans le monde? Alors, ce que je perçois, moi, vraiment, c'est que par rapport à cette question du rapport au travail, c'est qu'on a besoin individuellement et collectivement d'une nouvelle narration, en fait, d'une nouvelle narration intérieure. On parle beaucoup de nouveaux récits, voilà, du monde d'après.
Mais je pense que déjà, c'est s'interroger soi sur l'être qu'on veut être professionnellement dans ce monde-là. Et c'est retrouver vraiment une forme de cohérence. Et je reviens sur la notion aussi d'équilibre. Je perçois vraiment notre société, moi, comme en termes psychopathologie, on dit que c'est vraiment une société état limite, c'est-à-dire qu'elle n'intègre pas la question d'équilibre à l'intérieur, on dépasse les limites, on est vraiment dans du toujours plus, dans quelque chose qui va toujours plus rapidement, où on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à être. Et ça, c'est vraiment toujours une notion que je cite beaucoup. On est dans une société du faire, faire, faire. Mais on ne sait pas être. Donc, c'est peut-être que déjà, pour aller vers plus d'épanouissement et plus d'équilibre personnel, c'est s'interroger aussi sur qui est-ce qu'on est à l'intérieur et que ce soit individuellement, mais aussi qui est-ce qu'on a envie d'être collectivement. C'est quoi aujourd'hui, comme je disais, vraiment le fait d'être un être humain, comment est-ce qu'on a envie de faire partie de ce monde-là. Après, il y a, moi, je crois beaucoup dans l'évolution des modes d'éducation. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue vraiment à ce niveau-là. Et quand je vois que les écoles de commerce s'ouvrent j'ai participé l'année dernière à une soutenance de mémoire j'étais jury d'une soutenance de mémoire à l'ESCP sur la collapsologie. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent. Et je pense que c'est vraiment important, là, ce forum des métiers de la transition, que les écoles, que les réseaux puissent se saisir de cette idée de transition. Et c'est petit à petit aussi que on va pouvoir transformer le regard qu'on pose sur le monde. Et c'est ce changement de regard aussi, la manière de regarder le monde qui va nous permettre d'être individuellement, je pense, dans un mode de travail qui va être plus juste par rapport à la société et par rapport au vivant, et de lâcher vraiment cette société de l'extraction, du toujours plus, de la rentabilité, du profit, pour aller vers quelque chose je l'espère, de plus apaisé, de plus sain, de plus lent aussi. Et ça, c'est vraiment une question l'éloge de la lenteur, d'aller vers quelque chose où on trouve plus de temps pour soi, pour être en lien avec les autres, et pour prendre conscience que le vivant, il est là, et que si on n'en prend pas soin, c'est nous qu'on détruit aussi. Donc, aller vers plus d'équilibre, je pense, c'est réintégrer ça, la notion de l'équilibre à l'intérieur de soi. Ça nous permettra de faire des choix avec plus de conscience et des choix plus justes pour nous. Margot, on ne t'entend pas. Pardon. Est-ce que tu n'as pas parfois cette crainte que moi, je l'avoue, du coup, j'ai parfois, tout en étant convaincue qu'effectivement, le changement doit d'abord être intérieur pour être extérieur, que finalement, le rythme du changement intérieur soit trop long par rapport aux nécessités extérieures d'agir sur le monde? Est-ce que parfois, tu as ce sentiment, tu vois, on parle d'éducation, etc., et en même temps, on nous dit, mais les générations prochaines, il sera trop tard. Comment personnellement, tu te sens par rapport à cette contradiction possible du discours du changement intérieur, qui a sa force, mais qui a aussi sa temporalité? Alors oui, il y a effectivement un sentiment de grand décalage entre... je reviens sur la question du prendre le temps. Effectivement, est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre le temps alors qu'il y a une espèce de tic-tac et qu'il faut se dépêcher? Il y a une espèce de forme de course contre la montre, et comment on peut essayer de faire bouger les choses plus rapidement. Après, je pense que malheureusement, on peut pas. Il y a toute une dimension aussi peut-être comme disait Arnaud tout à l'heure, d'aller s'engager d'un point de vue politique aussi, de regarder ce qu'on peut faire à ces échelles-là, mais individuellement, pour moi, ce qui me semble important, c'est déjà paradoxalement, de ne pas se précipiter, en fait. Pas se précipiter, et puis de faire le point sur différentes choses.
sur les valeurs qui sont les siennes, les compétences, les intérêts, le parcours antérieur, et puis après réfléchir à comment je peux apporter ma pierre à l'édifice en transformant les choses pour moi dans mon métier. Et ça se fait vraiment avec la réflexion autour des choses très concrètes aussi, de quelles aides je peux avoir autour de moi, c'est quoi ma réalité financière, de quoi est-ce que j'ai besoin pour continuer à vivre, quel soutien extérieur je peux avoir auprès de mes amis, de ma famille. Donc, de vraiment, je vais le redire encore, mais prendre le temps de réfléchir à tout ça de manière à prendre les bonnes décisions pour soi. Et après, bien évidemment, se dire que on se rattache au collectif en essayant de participer, d'essayer de sensibiliser au maximum. Et on met, comme je disais, il faut faire preuve aussi d'humilité et se dire que voilà, on fait ce qu'on peut aussi. C'est ça. Merci Charline. Alors Arnaud, on va te laisser le mot de la fin. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tu es l'organisateur d'ateliers de travail qui relient. Je ne pense pas que ce soit, ou peut-être à tort, je pense ça, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit forcément une pratique qui est encore très connue et à tort. Moi, si je comprends bien l'ambition de la pratique, il s'agit justement, au-delà du travail et du sens qu'on y met, de viser un changement radical du rapport au monde dans le travail, mais aussi dans tous les aspects de la vie, de travailler sur soi, de viser un changement intérieur pour faire changer le monde. Est-ce que tu penses que finalement, c'est cet angle, donc angle peut-être le plus lent, mais le plus efficace, le plus porteur d'espoir pour la planète et pour l'équilibre de chacun au travail, qui doit être soutenu et qui doit être choisi pour changer le monde et nous par la même occasion? Oui, c'est une question qui pourrait nous tenir toute la soirée, mais en quelques mots, je pense que déjà chacun le vit à sa manière et je pense que chacun va avoir sa transition potentiellement en fonction de là où il vient et là où il veut aller. Et je reprends le terme de Charline qui était sur l'équilibre. Effectivement, moi, il y a trois choses aujourd'hui que je vois qui peuvent éventuellement permettre d'équilibrer. Je parlais de ce duo militant-méditant, mais je parle aussi d'un triptyque qui est aussi la transition, donc être militant, méditant, transitionneur, et que chacun y mette le pourcentage qu'il souhaite en fonction de là où il est aujourd'hui et là où il a envie d'être et ce qu'il a envie d'incarner. On dit souvent, incarne le changement que tu souhaites voir dans la société. Et je pense que ça commence par là et que quand nous-mêmes, on est incarné, on est aligné par rapport à ces valeurs, eh bien, on dégage une énergie qui fait qu'elle est communicative. Et on parle dans le travail qui relie du réseau des tempêtes. On sait déjà qu'on est au milieu de la tempête, on sait qu'il va y en avoir d'autres, on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus changer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se relier les uns aux autres. Et que c'est à partir du moment où on sera relié, au moment où on va pouvoir prendre conscience de notre réelle position dans l'écosystème, que l'on va pouvoir recréer ce lien avec la nature et recréer ce lien entre nous. Et toutes les révolutions, tous les changements d'humanité dont parlait Charline aussi, de nouvelles histoires, elles ont commencé avec une minorité. Et donc aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, ça peut paraître lent, mais si on regarde à l'échelle de l'humanité ou même encore de la planète, l'humanité c'est 20 000 ans, la planète elle a 4,5 milliards d'années, et aujourd'hui quand on regarde les changements qui ont eu lieu en l'espace de quelques années, c'est quand même assez impressionnant de voir la prise de conscience qu'il peut y avoir, et je pense que les nouvelles générations encore plus aujourd'hui sont tout à fait, je dirais, déjà dans ce schéma de pensée. Et ce qui fait une vraie différence aujourd'hui pour moi, c'est le fait, malgré le confinement, malgré la distanciation sociale, de pouvoir rester reliés les uns aux autres et de continuer justement à œuvrer ensemble pour pouvoir faire changer les choses. Et les choses, elles évoluent beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Et toute cette énergie, elle est en train de circuler. Et moi, je suis convaincu que les choses vont aller dans le bon sens, même si, encore une fois, il y aura des choses en route qu'on va perdre. Merci Arnaud pour ce mot plein d'espoir qui finit notre table ronde. Je vais passer aux questions du public. On est exactement dans les temps, je suis très fière de nous. Alors, première question d'Apolline Dron. Par quels moyens peut-on discerner concrètement le métier qui peut faire sens pour nous? Par exemple, faire un bilan de compétences, interroger nos proches et collègues sur nos forces et nos talents. J'en profite avant de vous passer la parole pour dire que demain, la table ronde du jour portera sur la question de la formation professionnelle.
Et voilà, ça s'inscrit dans tout un cycle de tables rondes qu'on compte préparer et qui tourne un peu sur l'idée justement d'accompagner les personnes dans leur choix de reconversion ou de réflexion sur leur carrière, leur donner des outils, etc. Et celle de demain voilà, portera sur la formation professionnelle qui est un premier sujet, savoir si on a les compétences ou pas, décider si on a besoin de se former, comment on se forme, voilà. Alors, qui veut prendre cette réponse éventuellement? Arnaud, Charline? Je veux bien commencer. Charline, si tu veux compléter, avec plaisir. On va comme ça inverser un peu les rôles. Ça te permettra de te reposer un peu aussi. Je pense qu'on l'a dit, mais apprendre à se connaître est effectivement la base et savoir aussi qu'on évolue au fur et à mesure du temps. Hein, comme on dit, l'important, c'est pas le but du chemin, c'est qui on devient en chemin. Et je pense qu'on évolue au fur et à mesure et que de ce fait, de continuer à apprendre à se connaître peut être très utile. Donc, les bilans de compétences, bien sûr. Il y a d'autres méthodologies qui peuvent aider aussi pour être un peu en dehors du bilan de compétences très classique et très professionnel, mais plus aller travailler sur nos natures multiples et nos intelligences multiples. Et puis, ce qui peut être aussi très utile, c'est de trouver quelqu'un qui peut être un mentor, qui peut vous permettre de nous accompagner parce qu'il va vous poser les bonnes questions. C'est toujours la même chose, ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner les solutions, mais qui va vous permettre d'apprendre à vous écouter, à écouter votre intuition profonde, à vous connecter à vous-même pour savoir véritablement quelle est votre mission de vie pour cette vie et qu'est-ce que vous avez véritablement envie de faire. Et je pense que ça, c'est à partir du moment où on projette l'énergie de se dire, OK, je veux aller sur ce chemin, eh bien, il y a des synchronicités, il y a des rencontres qui se font. Typiquement, ben, voilà, Charline en est une, Margot en est une autre. Et au fur et à mesure du temps, voilà, ça se développe naturellement. Il faut avoir confiance et lâcher prise pour accepter d'ouvrir les yeux sur soi. Charline, je te laisse compléter. Oui, ce que tu dis est très juste par rapport à cette idée de voilà, comment est-ce qu'on peut se reconvertir, enfin, quoi faire, quels sont le processus à suivre. C'est effectivement déjà je pense, de se poser soi les questions de oui, c'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi aujourd'hui et sur lesquelles je ne vais pas transiger. Et par rapport à ça, quelles sont aussi mes compétences. Et j'avais échangé avec une collègue qui est en Suisse et elle est psychologue du travail et qui m'a proposé un peu ce petit outil-là d'interroger les patients ou les personnes sur, OK, dans vos valeurs qui sont importantes, c'est ça, c'est quoi, avec un petit jeu de cartes. Et après, par rapport à votre métier, est-ce que vous retrouvez ces valeurs-là et faire un peu un comparatif. Moi, j'avais fait travailler comme ça sur, OK, voilà, dans mon métier actuel, j'ai ces valeurs-là. Et puis après, de s'interroger sur qu'est-ce qui manque. C'est par rapport et d'essayer d'imaginer un autre métier qui pourrait plus correspondre à vraiment l'identité de la personne et à la manière dont elle a envie de s'incarner professionnellement dans le monde. Après, autre chose je rebondis un peu sur ce que disait Arnaud par rapport au bilan de compétences et des choses enfin, moi, personnellement, j'ai pu faire l'expérience j'ai fait plusieurs reconversions et j'ai vraiment beaucoup été soutenue par plein de choses qui existent, je trouve, en France, dans les contextes aussi des écoles de commerce. Il y a vraiment, je trouve qu'on est dans un pays où si on va chercher de l'aide ou si on va poser les bonnes questions, il y a matière à être accompagné. Et ça, c'est vraiment une manière de ne pas rester soi avec ces questions, mais de cheminer. Et souvent, je dis aux personnes qui sont dans un processus de reconversion, que je prends l'image de la pâte à modeler, c'est-à-dire qu'il y a une forme au début, et puis finalement, la forme de la fin, ça ne va pas être la même. Et puis parce qu'on aura rencontré plein de gens, parce qu'on aura cheminé, et ça, c'est aussi grâce aux différentes rencontres qu'on va faire, mais à toute l'aide qu'on peut trouver, je pense, à l'extérieur. Et c'est s'interroger sur soi, mais aller regarder aussi les soutiens extérieurs. Merci Charline, merci Arnaud. Alors, une autre question de Isiane.
Faut-il commencer à agir pour se mettre en mouvement, puis réfléchir au risque de mal faire les choses, ou vaut-il mieux réfléchir d'abord au risque de ne jamais rien faire? Alors ça recoupe un peu une question que j'avais un peu posée sur la temporalité, mais effectivement, je pense que c'est intéressant de se poser cette question, réfléchir avant d'agir ou agir avant de réfléchir, sachant par ailleurs qu'on vit dans un monde où l'impact des choses qu'on décide de mettre en place n'est pas toujours si facile à mesurer. J'avoue que j'ai fait les deux, c'est-à-dire que parfois le fait d'agir en fait devient quelque chose d'impérieux. C'est-à-dire que encore une fois, si on a un alignement intérieur et qu'on écoute son intuition, à ce que disent les Anglais, le gut feeling, donc ce qui vient vraiment des intestins, eh bien parfois en fait on sent que l'action elle est juste et on va y aller tout de suite. Et il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir parce qu'encore une fois, la réflexion elle a pu se mener en amont. Donc, je pense que ça peut dépendre aussi du niveau de connaissance de soi que l'on a, le niveau de confiance que l'on a aussi en soi. Et puis, parfois, effectivement, il peut être urgent, comme on a dit, de ne rien faire et d'attendre un peu si on sent que ce n'est pas encore le moment. Mais toujours est-il que pour moi, quelle que soit l'action que l'on mène, elle va avoir une conséquence qui va nous permettre de grandir. Donc, même si finalement c'est entre guillemets un échec, eh bien, c'est comme un enfant, c'est-à-dire qu'il va tomber plusieurs fois avant d'apprendre à marcher. Donc, ne rien faire aussi, au bout d'un moment, peut être paralysant et effectivement, on peut rester dans cette paralysie de ne jamais rien faire et de tourner en rond. Donc, mon sentiment, c'est de dire, OK, si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, si ça nous parle, si ça nous donne vraiment l'envie de bouger parce que ça provoque des émotions fortes chez nous, alors allons-y. Et puis ensuite, on peut reprendre le temps de la réflexion, réfléchir à nouveau et voir comment on va réorienter potentiellement son action. Merci Arnaud. Charline, vous pouvez se compléter? Oui, il faut compléter. Moi, je dirais qu'il faut faire attention à est-ce que c'est l'urgence qui guide l'action? Moi, c'est vraiment un thème que je retrouve beaucoup et ça touche pas mal de choses. Hein. Ça touche, je parlais de la question du déménagement, de est-ce que je me réoriente, est-ce que je fais… Et s'interroger déjà sur qu'est-ce qui guide mon action. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est vraiment ce sentiment d'urgence de pouvoir faire quelque chose rapidement? Et d'où, à mon sens, la nécessité de mettre de la pensée quand même avant l'action. Et combiner aussi avec, bien évidemment, s'écouter à l'intérieur de soi, si on sent que c'est juste. Moi, en tant que psy, je dis souvent que le ressenti ne ment jamais. Donc, souvent, on a déjà les réponses à l'intérieur de soi. Donc, prendre le temps de pouvoir écouter ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Arnaud, des échecs et de ce qu'on a envie de faire, il y a une phrase qui me venait, c'est un proverbe qui dit qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Donc, effectivement, les expériences professionnelles, c'est une manière de grandir et on apprend toujours des choses dans même les boîtes qui échouent, qu'on monte, on apprend quelque chose et ça se mesure pas. Ça se mesure pas en termes, ça peut se mesurer en termes financiers de ce qu'on peut perdre, mais tout ce qui est gardé à l'intérieur de soi en termes d'expérience, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas mesurable. Très jolie cette phrase, très inspirante. Je la garde aussi, celle-là. Ouais, moi aussi. On va en faire le slogan de cette transition. Du coup, dernière question pour finir, et c'est là. Donc, il me semble que mes parents, et encore plus mes grands-parents, n'avaient pas un rapport aussi anxieux au travail et au monde. Est-ce que le rapport au sens et a fortiori au sens au travail a évolué? Est-ce que c'est un phénomène générationnel? Clairement, sans faire de généralité, c'est sûr qu'on n'a pas vécu les mêmes époques et on n'a pas vécu dans les mêmes niveaux d'énergie non plus. Donc c'est sûr que nos parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas la même vision du monde. Et puis le monde n'était peut-être pas non plus aussi abîmé qu'il l'est aujourd'hui. Donc c'est sûr que la relation était très différente et ils ne se posaient pas les mêmes questions que nous. Et en même temps, pour faire un certain nombre d'ateliers du travail qui relie, j'ai un peu toutes les générations qui viennent. Donc, ça va effectivement
des jeunes étudiants jusqu'à des personnes retraitées qui faisaient soit partie effectivement de mai 68, mais pas obligatoirement, mais aussi des gens qui ont pris une certaine conscience vis-à-vis de leurs petits-enfants, vis-à-vis de leurs enfants et du monde qu'ils leur laissent. Et souvent, il y a un phénomène, je dirais, de culpabilité qui peut ressortir et qui peut être très, très puissant. Et je l'ai vécu dans un des derniers ateliers où j'ai des gens, effectivement, d'un certain âge qui ont demandé pardon pour les générations futures et les générations actuelles par rapport à ce que eux n'avaient pas anticipé, par rapport à ce que eux ont finalement mis en place à travers le système économique qu'ils ont créé ou en tout cas auquel ils ont participé. Donc, je ne serais pas aussi clivant, même si clairement la prise de conscience est beaucoup plus forte aujourd'hui. Mais encore une fois, la prise de conscience, ça peut se faire à n'importe quel âge. Oui, pour compléter un peu, ça touche un peu ce que j'évoquais tout à l'heure de la société dans laquelle on est, où on a vraiment, où on reste plus dans les mêmes métiers comme les générations précédentes, où on est dans une société où on a vraiment la capacité, je trouve, et c'est une chance d'avoir aussi les outils qui permettent de se réinventer plusieurs fois et de changer d'orientation, de ne pas rester dans un seul et même job pour toute la vie, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment une tendance qui s'observe de plus en plus et qui rejoint, je pense, la question du sens. C'est qu'on est amené de manière assez récurrente à se dire, à s'interroger sur est-ce que le travail que je fais aujourd'hui, il a suffisamment de sens par rapport à qui je suis, par rapport à la manière dont je regarde le monde et ben, au bout d'un moment, si c'est plus supportable, ça fait que les gens trouvent le déclic pour bouger. Mais et effectivement, Arnaud, j'avais été très touchée en participant à des ateliers du travail qui relie de voir des grands-mères qui venaient pour parler de leurs petits-enfants et elles étaient là pour eux et de cette mobilisation aussi de ces générations plus âgées et qui ont bien conscience de l'héritage aussi difficile qu'on donne et de l'importance de pouvoir se mobiliser encore à tout âge. Merci encore pour avoir accepté de participer à ESSEC Transition Alumni. On espère encore avoir des échanges avec vous, que ce soit pour organiser des questions, des tables rondes ou alors d'autres ateliers sur le bien-être au travail, le sens au travail, la question de la redéfinition de la réussite. Je pense qu'on a énormément de chantiers sur lesquels on peut travailler et échanger. Et merci beaucoup au public d'être resté. Vous pouvez maintenant aller dîner. Merci beaucoup Margot pour cette opportunité et voilà, avec l'échange avec Charline. On est ravis de pouvoir continuer à œuvrer au sein de ESSEC Transition en tant qu'alumni. Voilà, ça donne du sens aussi. Oui, et moi je vous remercie aussi beaucoup pour cette mise en lien. C'est une belle rencontre avec Arnaud. Bravo pour toute cette organisation. Et moi j'ai beaucoup de... Je l'avais déjà dit, mais quand on avait préparé la table ronde, mais ça me donne beaucoup d'espoir de voir que il y a ce genre de manifestations, ce genre de réflexion dans les écoles de commerce, que voilà, ça bouge. Donc beaucoup d'espoir pour la suite.